Merci beaucoup, Nicolas, pour l'introduction. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui dans ce beau format d'Agile Tour virtuel. Merci beaucoup au comité organisateur pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'être là pour parler de sujets qui me passionnent. Je pense que c'est une belle occasion aujourd'hui. Puis c'est un truc dont on n'entend pas nécessairement parler souvent, mais qui est un outil qui peut être assez intéressant, je pense, dans les équipes de développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de mob programming avec cette belle citation, ce beau proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». On va expliquer plus tard qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement logiciel chez Elaps Technologies. Donc, j'aide les organisations avec leurs équipes de développement, à être plus efficaces, à montrer les bonnes pratiques, plein de choses comme ça. Entre autres, récemment, dans mon outil de coach, j'ai intégré le mob programming. Donc, j'ai eu plusieurs occasions de le faire en coaching chez des clients. Puis, je pense que ça va être intéressant que je vous raconte quelques anecdotes en coaching où j'ai pu en faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans mon temps libre, je suis aussi professeur en informatique au Cégep de Lévis. Donc, dans la dernière année, j'ai eu l'occasion d'essayer le mob programming, mais dans le cadre d'un cours. Donc, je vais vous parler un peu aussi de cette expérience-là, comment ça s'est passé à travers la description de ce que c'est puis les avantages de ce que ça peut avoir. C'est un autre pan. Donc, c'est quelque chose que dans la dernière année, un an et demi, si vous m'avez côtoyé professionnellement, vous allez probablement être tanné de m'en entendre parler. Sinon, ça va me faire plaisir de vous en parler aujourd'hui. Voilà, au Cégep, j'enseigne en informatique de façon assez générale, mais particulièrement quand j'ai l'occasion, j'enseigne des cours de développement web, d'architecture logicielle. Puis au finissant, j'aime bien enseigner justement des cours de projet où est-ce qu'on peut montrer l'agilité, les bonnes pratiques de code en particulier, tout ce qui est extreme programming, le truc comme le TDD, ce genre de choses-là, c'est toujours bien intéressant à partager avec les étudiants. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de pair programming, c'est-à-dire le fait d'être deux personnes sur un seul ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est au clavier, puis l'autre personne qui est là. Donc, si on est cynique, certaines personnes pourraient dire « Ouais, mais là, il y a une personne qui tape, puis l'autre ne fait rien. » En fait, en pair programming, ce qu'on fait, c'est faire bénéficier la personne qui tape de l'expertise ou du partage de connaissances ou en fait des yeux de plus sur l'écran de cette personne-là. Donc, en fait, c'est ça qu'on fait. En fait, le mode programming, ce que c'est le pair programming poussé à l'extrême. C'est-à-dire que j'ai non seulement une ou deux personnes, en fait, j'ai toute l'équipe qui est autour d'un seul ordinateur. En général, la première réaction des gens qui vient quand on leur raconte ça, c'est « Mais mon Dieu, c'est une idée totalement stupide. » Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire à ce moment-là, c'est de dire « Ah, ça a l'air stupide, mais il y a des idées comme ça qui, en informatique, ont l'air bizarres. Puis finalement, quand on l'essaye, puis on l'expérimente, on s'aperçoit que c'est quand même intéressant. » Kent Beck dit « If an idea is stupid, you have a chance that nobody else is dumb enough to try it. Then if it happens to work, you really have something. » Donc, Kent Beck, c'est quelqu'un, entre autres, qui a inventé le TDD, le TCR, qui sont des méthodes de code qui sont intuitivement bizarres. Juste le TDD de dire j'écris un test puis il n'y a pas de code. C'est bizarre. Ça a été perçu au départ comme bizarre. Puis finalement, quand on l'essaye, on s'aperçoit que ça marche très bien. Fait que le mob programming, c'est un autre exemple de quelque chose comme ça qui a l'air d'être bizarre, mais qui en réalité peut être très intéressant. En fait, on a commencé à étudier la terminologie aussi dans certains cercles de ensemble programming, parce qu'en anglais, le mob programming, le mot mob peut avoir des significations plus négatives, d'émeute ou de la mafia, ou ce genre de choses-là. Donc, on a utilisé tout le mot ensemble, qui est en fait le mot pour un groupe de musique qui joue ensemble, donc un orchestre ou des choses comme ça. Donc, ce qui illustre bien en fait ce que c'est-à-dire une équipe qui travaille ensemble dans un objectif commun. Mais en fait, il faut se poser la question, peut-être, on peut se poser la question, c'est quoi une équipe? Ça, c'est une bonne question. En fait, quand on pense à une équipe, donc une équipe, mettons, disons, de soccer, mais une équipe en général, c'est des gens qui font un travail collaboratif, qui ont un même objectif, qui travaillent dans la même direction. Donc, en fait, le développement logiciel, on pourrait dire, puis on pourrait le percevoir, puis c'est ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de cette présentation, puis quand on fait du mob programming,
comme en tant que tel un sport d'équipe. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. Quand on pense à nos équipes traditionnelles, chacun de nos côtés, chacun sur notre ordinateur, qui travaillent sur des stories en parallèle, qui sont ou pas liées, qui sont parfois sur des produits différents ou des choses différentes, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment une équipe? Donc, c'est sûr qu'une équipe, on a une définition qui n'est pas nécessairement très précise de ce que c'est une équipe. C'est des gens ensemble qui travaillent, puis ils se rencontrent à un daily, puis ils disent des choses sur lesquelles ils travaillent, puis ils retournent après ça travailler la journée ensemble. Mais est-ce qu'on a vraiment un sentiment d'équipe? Donc, des fois, on n'a pas toujours cet esprit ou ce sentiment-là d'équipe de travailler ensemble dans la même direction. Fait qu'il y a un poète qui a une idée intéressante pour ça, qui est l'idée du third thing. Donc, c'est en fait on pourrait globalement résumer comme l'esprit d'équipe. C'est une chose qui est essentielle à des relations humaines, d'avoir une troisième chose dans laquelle on a une double attention vers cette chose-là. Que ce soit des gens qui tripent sur, mettons, un match de soccer, des parents qui s'occupent de leurs enfants, une équipe qui travaille sur un seul projet, qui ont un focus sur ce projet-là. Donc, cette idée-là, je trouve, est intéressante. Puis quand on parle de mob programming, souvent, on va faire des choses au service du mob ou dans l'orientation, en fait, de faire progresser le mob. Donc, c'est ce qu'on va faire, en fait. Donc, en fait, on peut le penser même comme un jeu coopératif. Quand on pense à des jeux de société, par exemple, comme disons, le Monopoly ou les échecs, ce genre de choses-là, ben, c'est des jeux qui, typiquement, sont des jeux l'un contre l'autre. Mais il y a certains jeux de société qui sont des jeux qu'on appelle coopératifs. Donc, en fait, Alistair Cockburn, qui est un ceux qui a écrit le Manifeste Agile, a écrit un livre totalement, en fait, sur le développement logiciel agile et qui a sous-titré que c'est un jeu coopératif, qu'il faut travailler ensemble, collaborer ensemble. Donc, un exemple de jeu coopératif, le jeu Pandémie, qui, depuis le début de l'année, est tout d'un coup devenu très populaire pour des raisons totalement obscures, qui est en fait un bon exemple de ce genre de choses-là. Donc, effectivement, le jeu Pandémie. Ce jeu-là, en fait, bon, ben c'est ça, c'est un jeu où est-ce qu'il faut travailler ensemble à l'atteinte d'un objectif qui est éradiquer les maladies puis collaborer ensemble. Donc, en fait, il faut le penser comme ça. Une équipe de développement, ça devrait être des gens qui collaborent ensemble dans le même objectif. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, en fait, concrètement, une équipe qui fait du mob programming? Ben, en fait, on a plus grand ou égal à 3 développeurs. 3, 4, 5, 6, 10 développeurs. C'est sûr que quand on a un plus grand nombre de développeurs, ça commence à être plus laborieux à mettre en place, mais c'est toujours possible. Mais une équipe, là, donc 4, 5, 6 développeurs, ça se fait bien. Un seul clavier et une rotation régulière. C'est un élément clé. Donc, on parle habituellement d'essayer d'abord de faire une rotation aux 10 minutes. Au départ, tu as l'impression que ça va super vite. Puis là, à un moment donné, finalement, tu t'habitues à ce rythme-là. Puis autre chose qui est important de mentionner, dans la mesure du possible, on essaye qu'en mob programming, on ait en fait les gens qui partent de l'analyse au déploiement. En théorie, comme en agilité, c'est quelque chose qu'on souhaite en général, une équipe multidisciplinaire, une équipe qui est capable de A à Z, de partir d'une idée, puis d'aller la déployer en production. Donc, qui a cette capacité-là. C'est vraiment ce qu'on va viser dans ce contexte-là, d'avoir des gens qui sont autour d'un seul clavier. En fait, dans les mots de Woody Zuill, qui est le monsieur qui a à qui on doit le mob programming, qui a fait des premières expérimentations en tant que coach dans une entreprise, il résume de cette façon-là, il dit c'est toutes les personnes brillantes qui travaillent d'une équipe autour de la même chose, au même moment, dans le même espace et sur le même ordinateur. Fait que ça, en fait, lui, il a fait cette expérimentation-là parce qu'il disait, ouais, mais là, il faudrait être capable de focusser puis il n'arrivait pas à nécessairement séparer les choses de façon intelligente. Puis en fait, ça va être un des contextes qu'on va parler tantôt, un des contextes dans lesquels ça peut être intéressant. Fait que si on pense au pair programming, donc à la programmation en pair, on a deux rôles, en fait, qu'on appelle souvent le navigateur puis le conducteur. Le conducteur, c'est typiquement celui qui va être au clavier, puis le navigateur, c'est lui qui va dire les directions. Donc, comme dans une voiture, quelqu'un qui conduit, puis quelqu'un qui dit « Ah ben, tourne à gauche » ou « Tourne à droite » ou « Ma maison, c'est là-bas » ou qui donne les indications. En fait, ce que ça permet, le navigateur peut s'éloigner un petit peu du taper le code puis réfléchir. En fait, en mode programming, ben, c'est la même chose. Presque tout le monde est un navigateur. Faire attention à la cacophonie, puis des fois, il faut structurer les choses un peu de façon intelligente.
Puis le conducteur, en fait, la personne qui est au clavier, est censé être le rôle le moins stressant. Ce n'est qu'un clavier intelligent. En fait, c'est censé être une espèce de bottleneck qui reçoit les instructions du consensus de l'équipe, puis qui va appliquer ce qu'on lui demande de faire. Dépendant de qui est au clavier et de l'expérience de cette personne-là, les instructions que le mob va donner, donc que les navigateurs vont donner, vont peut-être être tape A, B, C, point virgule, etc., à faire le refactoring de telle méthode, extrait telle méthode ou extrait telle classe, ou des opérations qui vont être adaptées au niveau. Parce que dans une équipe, on s'entend qu'il va y avoir des gens qui sont d'expertise différentes, puis qui ont donc certains qui sont très bons dans le contexte dans lequel ils sont, d'autres qui viennent juste d'arriver dans l'équipe, qui ne connaissent pas du tout le contexte ou qui sont même des programmeurs juniors. Donc, en fait, ça permet en fait ce partage de connaissances. Concrètement aussi, on va prendre des pauses fréquentes. Ça, c'est une habitude des fois, on ne fait pas en tant que développeur. On reste assis des heures et des heures et des heures. Mais quand on est en équipe, bien, en fait, vous allez voir, là, si vous l'essayez, le mob programming, c'est éreintant. Au départ, là, quand on commence, on n'est pas habitué. Ça nous demande, ça nous sollicite parce qu'on est continuellement en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, puis comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on va en avant. En fait, ça devient une espèce de meeting proactif, en fait, le mob programming. Ça devient un endroit de discussion où est-ce qu'on peut avoir des meetings au besoin, des meetings, dans le fond, tout temps que le travail se fasse. C'est capable de dire, on va se faire un meeting pour jaser de ce qu'il y a à faire, bien, on va le faire tout le monde ensemble. Donc, on va le faire avec tous les gens impliqués, que ce soit les devs, les QA, les analystes, les DevOps, donc les Ops, excusez-moi, et toutes les personnes comme ça. Donc, concrètement, là, c'est un exemple, une image qui illustre bien. On va avoir typiquement un gros écran. Ça peut être un projecteur, ça peut être un très, très gros écran. Ça peut être quelque chose qui fait que plusieurs personnes assises dans la même salle vont être capables de voir convenablement du code, typiquement, ou en tout cas ce qu'il y a à faire comme travail. Fait qu'on voit ici le driver, donc le conducteur, qui est le secrétaire. On s'entend que c'est un secrétaire intelligent, là. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre toutes les informations puis qui va les assimiler puis les condenser dans un travail qui est là. Chose intéressante, donc on a les navigateurs qui sont les autres membres de l'équipe et on a parfois aussi c'est marqué guest expert, donc on peut inviter des gens en fonction de nos besoins. Puis dire, bon, ben, toi, j'aurais besoin de ton expertise pour la sécurité, mettons, ton expertise pour telle chose. Fait que des gens qui ne sont pas nécessairement dans notre équipe, mais pour lesquels on a un besoin ponctuel, bien, on peut les introduire. Autre chose que ça permet, ce genre de structure-là, ça permet que les gens travaillent tous au même endroit, vont prendre, mettons, leur break du midi ensemble, fait qu'on va créer un sentiment d'équipe. Puis, il va y avoir parfois des gens plus business qui vont vouloir voir, ouais, mais où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous faites? Etc. Donc, en fait, ces gens-là vont pouvoir venir se pointer, puis venir regarder qu'est-ce qui se passe, poser des questions, puis on peut faire en fait des meetings un peu impromptus, puis dire, hey, ben, ça tombe de voir justement ce sur quoi qu'on travaille, puis là, ben, on le montre tout le monde ensemble, puis on montre dans le fond ce sur quoi on est en train de travailler, toute l'équipe ensemble. En fait. Fait que ça devient une espèce d'espace donc l'espace commun réservé à l'équipe, d'une certaine façon. Donc, il y a plusieurs avantages. On a déjà commencé à en glisser quelques-uns, mais donc, je vais en jaser. Donc, premier truc pour des développeurs, les merging hell, donc c'est-à-dire on part chacun sur nos branches, puis là, ben, on travaille, puis là, ben, à la fin, lorsqu'on est la veille du déploiement, zut, il faut merger tout ça ensemble, puis là, ben, on est toutes parties dans une direction différente. Fait que là, c'est en soi un casse-tête incroyable à merger. Ben, quand on travaille tous ensemble sur la même chose en même temps, je peux travailler directement sur ma sœur, en fait, si je veux. Je peux travailler ou sur une branche de développeur ou de développement, mettons. En tout cas, bref, je peux travailler ensemble sur la même branche sans avoir à faire aucun merge. C'est super intéressant, ce genre de choses-là. Donc, ne jamais vraiment s'éloigner, puis jamais avoir de merge très compliqué. Autre avantage, une pression sociale de bien faire les choses. Donc, ça, c'est un petit cartoon qui illustre bien ça. Où est-ce que là, on fait un petit... typiquement, on est chacun dans notre coin, on fait des petits hacks. Oh, oui, ça va faire la job, c'est correct. Puis là, ben, veux-tu faire du pair programming? OK. Puis là, ben, on dit, on devrait commencer avec un test unitaire. Vous avez raison, mon ami. Puis là, tu sais, qu'on le veuille ou pas,
le fait d'être avec d'autres personnes va avoir un impact, une espèce de pression sociale sur ah ben là, je ne vais pas avoir quelqu'un qui botche un peu les choses, c'est qu'on va s'encourager mutuellement à bien faire les choses. Ou si on fait quelque chose qui est un hack, ben on prend la décision collectivement, ensemble en équipe, que OK, ben on fait ça de façon temporaire, puis ça, ben on se note quelque part. Donc, typiquement, un mob va avoir un endroit où on va prendre des notes sur les trucs qu'il faut revisiter, puis on peut se tenir accountable, justement en anglais, on peut se rendre des comptes sur ce qui se passe, donc parce qu'on est tous très au courant de ce qui se passe. Autre chose très intéressante que le mob programming peut apporter, on peut améniser le syndrome du héros ou du sauveur. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vécu ça dans votre équipe. Il y a une question, okay, est-ce que ça s'applique bien en télétravail? On en parle tout à l'heure, c'est sûr. La courte réponse est oui, très bien. Mais on va en reparler tantôt exactement de l'impact que ça a d'être en télétravail. Donc, excusez-moi. Donc, on veut aménuiser le syndrome du héros. Donc, le syndrome du héros, ce que c'est pour moi, donc c'est quelqu'un qui est en équipe, le héros. Puis le héros, c'est pas nécessairement un mot qui est positif. Il faut se penser, il faut réfléchir là, dans la vie, dans les cartoons, on appelle les héros quand ça va mal. Fait que dans un monde idéal, ce qu'on aimerait, c'est une équipe qui est fonctionnelle, qui fonctionne bien, puis qui est efficace en soi, qui n'a pas absolument besoin d'un sauveur pour venir appliquer une nouvelle technologie ou faire l'architecture. On veut avoir une équipe qui fonctionne bien ensemble. En fait, c'est quelque chose qu'on souhaite d'une équipe, qu'elle soit optimisée pour le travail de l'équipe et la vitesse de l'équipe, pas pour le travail d'une seule personne. Puis le mob programming peut potentiellement, pour des héros qui sont habitués d'être le héros de leur équipe, devenir frustrant même. Parce que les premières heures, ils vont avoir l'impression que voyons, ça avance bien pas vite, cette affaire-là. Puis c'est correct, mais ça fait partie de cette espèce de considération que no one left behind. On ne devrait pas laisser personne de l'équipe derrière. Mais on veut faire ce partage de connaissances-là, en fait. On veut faire de nous tous des héros. Donc, des gens qui sont capables de faire les choses, de faire avancer des features, de faire toutes les choses qu'on a confiance de faire ensemble. On veut faire ce partage de connaissances-là entre les gens dans l'équipe pour que la connaissance ne soit pas dans la tête d'un seul individu, mais dans la tête de l'équipe au complet. Ça augmente la résilience d'une équipe. Puis en fait, si vous avez déjà entendu parler du facteur bus, donc comment ça prend de personnes qui sont frappées par un autobus pour que ton projet soit complètement évacué sur les rails, soit complètement, plus fonctionnel, plus capable d'avancer. Mais s'il y a une seule personne qui a la connaissance, ça peut devenir problématique. Puis on parle de facteur bus parce que c'est un exemple qu'on donne, mais on peut imaginer que c'est quelqu'un qui est en maladie, qui peut être en congé de paternité, en vacances. Il y a plein de contextes dans lesquels les gens ne sont pas là. Puis ce n'est pas quelque chose de souhaitable nécessairement d'avoir une dépendance exclusive sur une personne ou deux. Donc, le mob programming permet ce partage-là de connaissances dans l'équipe. Il y a une diminution du stress qui est appliquée, qui est faite, dans le fond, quand on fait du mob programming. En tout cas, moi, j'ai trouvé dans les expériences que j'ai faites, où est-ce que là, on a, tu sais, des fois, on dit, on a une responsabilité collective de fournir de la qualité. Mais on sent que la pression est sur une ou deux ou trois personnes, et juste sur le QA ou juste sur telle personne qui connaît bien le logiciel, qui connaît bien l'architecture, puis qui va être capable de. Fait qu'on met de la pression indûment sur certaines personnes des fois, alors que quand on dit explicitement, c'est la responsabilité collective de l'équipe. Pour certaines personnes, il y a une diminution du stress, en fait. De dire, hey, on peut travailler à un rythme qui a de l'allure, tout le monde ensemble, puis s'il se passe de quoi, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va peut-être me pogner et dire hey, ça n'a pas d'allure ce que tu fais là, ou hey, t'as oublié quelque chose. Donc, quelqu'un dit augmentation du stress des gestionnaires. Ça se peut, mais en fait, non. En fait, on va en reparler tout à l'heure, là, mais normalement, le stress des gestionnaires devrait être appliqué sur est-ce que mes gens sont heureux, est-ce qu'ils livrent, tout ça. En fait, le mob programming va faire, typiquement, de mon expérience, des développeurs qui sont beaucoup plus heureux de se sentir beaucoup plus compétents et qui sont capables de livrer de façon plus fréquente. On va voir tout à l'heure pourquoi, quand on va parler de work in progress puis de limit de work in progress. C'est une bonne remarque que, dans le fond, ça peut créer d'autres stress, mais vous allez voir que c'est vraiment pas si pire que ça.
une des choses qui est intéressante, on peut prévenir les bugs et les bloquants. Puis ça, c'est un coût qui est invisible dans le coût d'un développement, ou en tout cas, on n'y pense pas, ou est-ce que quand on a un projet, puis là, on dit, on est prêt à livrer, mais là, on a une phase de stabilisation de 2 mois, parce que là, on a des bugs ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est du temps qui coûte de l'argent aux organisations, que quand on est capable de le prévenir, parce qu'on l'a fait, si j'ai fait une erreur niaiseuse, quelqu'un va me l'avoir dit. En tout cas, les probabilités que quelqu'un l'ait vu sont beaucoup plus élevées. Je vais avoir fait du code de façon plus clean, parce qu'on va l'avoir fait ensemble. On le fait pour que tout le monde dans l'équipe comprenne ce qui se passe aussi, là. Donc, on a une préoccupation pour que dans le mob, les gens comprennent ce qui se passe. On n'est pas juste un gars qui fait du code super cryptique à la limite, puis qui résout le problème, c'est super. Mais si l'équipe ne comprend pas le code, on n'est pas plus avancé. Donc, on fait un effort pour que les gens comprennent ce qui se passe. Puis c'est une super belle occasion pour que si les gens ne comprennent pas, poser des questions, on peut dire Hey, je ne comprends pas ce que tu as fait. Puis que ça devient une occasion impromptue de dire Hey, on va parler de ce concept-là que peut-être vous ne maîtrisez pas parce que c'est nouveau, etc. Puis de faire cet apprentissage-là ensemble. Et les bloquants aussi. Donc, si on est constamment, puis ça, c'est un des plus gros gaspillages dans le flow de développement, quand on a, disons, l'analyste qui donne une spec à un dev, qui donne du code à quelqu'un d'autre pour faire un code review, qui donne du code à un QA, qui donne du code à un DevOps. Mais il y a de l'attente à tous ces points-là. Fait qu'en fait, ça devient des bloquants. Puis ça, c'est ça qui nuit, en fait, au throughput, donc à la vitesse de livraison en production des nouvelles choses. Fait en ligne, en fait, il y a des théories entières sur ça qui montrent que ben, si on diminue le temps d'attente, ben, en fait, on augmente la vélocité de l'équipe, on va augmenter la fréquence à laquelle on livre aux clients. Puis en agilité, ben, c'est ce qu'on veut. On veut livrer de façon fréquente aux clients du logiciel de qualité. Donc, c'est vraiment, ça va nous permettre de faire ça, en fait, de dire, ben, si j'ai en théorie toutes les capacités pour livrer de l'analyse au DevOps dans mon équipe, je n'attends jamais après personne parce que tout le monde est là quand j'en ai besoin. On pense, on a l'image de l'orchestre tantôt. Ben, il y a des moments où dans un orchestre, il y a des musiciens qui ne vont rien faire parce qu'ils sont là en attente de quand ça va être leur bout. Quand c'est leur bout, quand on a besoin d'eux, ben là, ils sont là. Puis on le fait tout le monde ensemble. Puis on est bien content qu'ils soient là. On ne voudrait pas avoir à dire on arrête la symphonie, on va aller chercher Joe Blow, c'est le temps qu'il fasse son triangle. Là. Ça n'aurait pas d'allure. Donc, on est là en tout temps avec l'équipe pour faire ce genre de manipulation, ce genre de choses-là, quand on en a besoin. Donc, le just-in-time. Ça permet aussi de l'amélioration continue. Donc, à plusieurs niveaux. Évidemment, au niveau de on apprend. Il y a un million de choses que, juste en voyant d'autres gens coder, pour dire Hey, c'est quoi ce raccourci-là que tu as utilisé? C'est vraiment cool. Fait qu'on s'améliore, on apprend des choses. Donc, ça se fait de façon excessivement naturelle dès les premières minutes même du mob programming. Mais aussi de l'amélioration continue de l'équipe. Parce que si pour faire certaines manipulations, certaines choses, certains déploiements, par exemple, c'est souffrant parce qu'on doit attendre 5 minutes ou 10 minutes à chaque fois, puis là, ben, tout le monde du mob est là à attendre, le réflexe, ça serait de dire « Ah, ben là, le mob, ça ne marche pas, on ne peut pas attendre de même. » Fait que moi, je vous dis que le réflexe qu'il faut avoir, en fait, c'est « Attends un peu. » Ça nous fait souffrir collectivement en tant qu'équipe. Habituellement, on l'aurait souffert chacun dans notre coin, puis on n'en aurait pas parlé à personne. Mais là, on le voit, on va adresser ce problème-là. Ah, ben, je peux faire un petit script qui va faire qu'au lieu que ça passe en 10 minutes, ça va le faire en 30 secondes. Mais là, tout d'un coup, je viens d'avoir un gain d'efficacité incroyable juste parce qu'on s'est parlé puis qu'on a adressé au moment où on avait besoin de cette solution-là. Donc, ça permet, en fait, de faire ça. Puis ça, c'est un truc qui est arrivé quand je l'ai fait dans le projet, dans mon cours. Ça, c'est super intéressant. Où est-ce qu'à un moment donné, ben, ils voyaient bien, là, moi, je leur faisais faire à chaque couple de commits, on déployait en prod. Donc, ça veut dire que sur une période de cours de 3-4 heures, ben, on déployait 5, 6, 7, 8 fois en production. Donc, on déployait vraiment fréquemment en production. Mais à chaque fois, on disait, OK, là, on va faire git, commit, git, add, git, push, OK, déploie telle chose, Là, on avait certaines manipulations à faire. Fait que là, ben, à un moment donné, on s'est dit, ben là, on fait tout le temps la même affaire. Fait qu'on s'est fait un petit script. Donc, les étudiants même ont proposé, on pourrait faire un petit script qui automatise ça. On fait un petit script, puis là, ben, tout d'un coup, ça prenait 20 secondes, on pouvait prendre le code, déployer en production. Fait que ça c'est venu de l'équipe, c'est même pas venu du prof, c'est venu de l'équipe, puis on a eu un gain dans le flow de déploiement, de développement de notre équipe.
Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on a quand on fait du mob. On est capable de se parler puis de régler nos problèmes on the spot, en fait, de façon quand on en a besoin. Donc, c'est amélioration continue là des processus de l'équipe pour pouvoir déployer en production ou faire des choses qui prennent moins de temps. Hey, installe tel plugin, puis ça va être beaucoup plus rapide, ou ça va nous permettre d'être plus efficace ou de voir telle chose. Fait que ça nous permet d'avoir des moments de partage de connaissances. Le focus, ça, c'est un super bon exemple. Quand on est 5 développeurs qui travaillent sur 5 stories en parallèle, puis il y en a un qui est la priorité du sprint, mais là, il y a d'autres stories parce qu'il faut bien qu'ils travaillent sur de quoi, tu sais, mais qui n'est pas la priorité du sprint. Puis là, fait que là, on ne sait plus trop c'est quoi le focus. Puis là, on arrive à la fin du sprint, voyons, telle personne, c'était la story numéro 1, puis là, finalement, on ne l'a pas fait. Fait qu'on n'a pas atteint notre objectif de sprint, disons. Fait que ça, c'est un truc qu'on a vécu où est-ce que quand j'ai donné mon cours, au départ, on se faisait des petits sprints, on se faisait un objectif de sprint. Puis notre priorité, lorsqu'on commençait le sprint, on disait c'est quoi notre objectif de sprint, c'est quoi notre priorité? C'est ça? OK, on commence par ça, on le fait tout le monde ensemble. Fait que ça faisait qu'à la fin de chaque sprint, on avait atteint notre objectif de sprint, puisque c'est la première chose la plus importante sur laquelle on avait travaillé. Fait que ça, il n'y a pas de question que ça, c'est un outil de focus incroyable. Puis, dans le cadre de ce cours-là, il y avait de la matière qu'il fallait que je montre qui était, entre autres, sur le branching, les pull requests, trucs comme ça. Fait qu'à un moment donné, les étudiants ont demandé, parce que je leur laissais quand même toujours le choix. Je veux dire, c'est un essai que je faisais, c'est la première fois que je faisais ça dans un cours. Puis, je leur laissais le choix de dire, si vous voulez, on peut retourner de façon traditionnelle. Ça veut dire, on fait des pull requests, puis on fait des code review de façon asynchrone, quand vous voulez. Fait que de manière, à un certain point, les étudiants ont dit, bon, on peut-tu l'essayer? OK, on essaye ça. On est parti chacun de notre bar. On a parti un sprint avec chacun des stories, trucs comme ça. Puis, surprise, c'est le premier sprint qu'on n'a pas atteint notre objectif de sprint parce qu'il s'est passé 1 million d'affaires, puis des gens attendaient après d'autres. Puis... Fait que c'est incroyable, je trouve, de voir ça. Fait que, tu sais, c'est pas très scientifique, mais c'est intéressant d'avoir des points de comparaison sur ce cours-là. Je l'ai déjà donné de façon traditionnelle. Puis là, de le voir en mode programming, de voir la différence que ça fait sur la qualité du travail, sur le logiciel qui est fourni, parce que ça, c'est un des trucs que je me disais en tant que prof, je n'ai pas de revenus ou je n'ai pas de budget ou des trucs comme ça. Le budget que j'ai, c'est le temps de mes étudiants. Fait qu'on va l'essayer. Je vais-tu aller moins loin, plus loin, trucs comme ça. Fait qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans le même temps que les étudiants auraient eu habituellement, on a livré grosso modo le même ordre de grandeur que ce qu'ils auraient fait, mais on a livré beaucoup plus de qualité. On a déployé en production beaucoup plus souvent. Donc, on a eu des gains comme ça qui sont anecdotiques, on s'entend, mais qui illustrent bien le genre de gains qu'on peut s'attendre à avoir à faire du mob programming. Fait que la question, c'est quoi le WIP en mob programming? Donc, la quantité de work in progress qu'on a. La réponse à ça, c'est on travaille sur une story en même temps. Donc, ça, c'est une super bonne chose de limiter le work in progress parce que ça permet de livrer plus rapidement aux clients de la valeur. Puis ça permet d'avoir des réflexions sur comment est-ce que je découpe ça dans une tranche qui est livrable et qui apporte de la valeur. Fait qu'en fait, ça met un focus sur nos valeurs en agilité qui sont de dire, OK, je vais avoir du feedback rapide. Qu'est-ce que je fais pour avoir du feedback rapide? Je vais livrer le plus petit truc que je peux, la plus petite tranche du logiciel de A à Z, puis je vais la livrer puis avoir du feedback, puis d'avoir rapidement du feedback. En pratique, ce qui est intéressant dans des contextes, c'est qu'il y a des fois des gens qui vont faire les choses aux côtés. Entre autres, par exemple, dans le cadre d'un cours, les gens vont sortir du cours puis faire autre chose, avoir d'autres cours, d'autres occupations, des fois développer sur le projet. Mais il y avait une exigence qui était, si vous faites du code à l'extérieur, vous devez, première chose au début du cours, vous devez montrer le code que vous avez fait et l'équipe décide si on le merge ou pas. Donc, il y avait du travail comme ça, mais c'est toujours au service du mob. Puis, anecdote intéressante aussi, dans le cadre du cours que j'ai donné, il y a des étudiants qui, des fois, à un moment donné, étaient comme un peu épuisés, ils faisaient autre chose. Fait qu'à un moment donné, ils se sont mis à dire « Ah, moi, mon fun, là, ça va aller faire péter l'application, de trouver tous les bugs dedans. » Fait que là, on les trouvait bien comiques, puis j'aurais pu les trouver... J'aurais eu 2 réactions possibles. La première réaction, ça aurait pu être c'est un étudiant turbulent, il ne fait pas vraiment ce que j'y demande. Puis l'autre réaction, c'est hey, ce gars-là vient organiquement de se trouver un rôle de QA. Parce que dans une équipe de mob programming, on déploie continuellement en production. C'est quoi la job du QA? La job du QA, c'est en tout temps de casser l'application puis de voir qu'est-ce qui pète, puis de revenir tout avec l'équipe. Hey, je viens de trouver un bug là. Ça devient la première priorité tout de suite sur laquelle on travaille.
pour essayer d'éliminer au fur et à mesure tous les bugs et livrer de la qualité. Fait que ça, c'est une réflexion intéressante, je trouve. Donc, effectivement, en ligne ou en Kanban, on va limiter le work in progress, ce qui va nous fournir de la valeur plus rapidement, en fait. Donc, si on livre une plus petite tranche, puis on la rend jusqu'à done, parce qu'on n'est pas en train d'attendre, parce qu'il y a 10 autres stories qui sont en testing, puis ben, on fournit de la valeur plus rapidement. Puis ça, c'est une valeur intéressante. Puis en fait, si vous ne l'avez pas lu, c'est une lecture obligée pour toutes les personnes qui sont présentes à ce. C'est votre devoir, c'est le professeur en moi qui ressort, là, lire le livre Accelerate, qui est essentiellement une étude sur des milliers d'entreprises pendant plusieurs années qui ont suivi, qui sont demandées c'est quoi les structures, les facteurs de succès de ces entreprises-là. Puis essentiellement, il y a quelques facteurs, dont la vitesse à laquelle ils livrent du nouveau contenu, la vitesse à laquelle ils se remettent de des erreurs. Puis il y a 3 ou 4 facteurs comme ça. Mais donc, la vitesse, puis ça ne veut pas dire faire attention. La vitesse, c'est pas dire je garoche tout ce que je peux puis du code de merde. Non, c'est le plus vite que je peux fournir, mais quelque chose de sécuritaire et de qualité. Mais ça, c'est ce qui fait c'est le critère des entreprises qui réussissent bien. Fait que ça, évidemment, le mob programming permet ça. En fait, c'est toute l'idée derrière le DevOps. En fait. Chose importante à mentionner, par exemple, il y a certains prérequis ou certains contextes qui sont nécessaires pour que ça soit gagnant. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. Si on part, vous arrivez demain matin et vous dites « Hey, on fait du mob programming, go! » Puis que les gens ne savent pas ce que c'est, ce qu'on s'en va faire, ça peut créer certaines frustrations. Ça, c'est un truc qu'on vit. Donc, il faut l'expliquer. Puis tantôt, on parlait de gestionnaire. Bien, effectivement, il faut l'expliquer qu'est-ce qu'on s'en va faire, puis pourquoi on s'en va faire, pourquoi il y a une valeur à faire ça. Mais aussi pour les gens qui sont dans l'équipe. Donc, évidemment, on parlait tantôt de propriété collective du code. C'est bien évident que si on est tout le monde à travailler sur un bout de code, ben, c'est pas le bout de code de Joe Blow, c'est le bout de code de toute l'équipe. Puis ça, c'est quelque chose de super important, surtout si vous commencez à faire du mob sur une base de code existante, puis que vous avez typiquement chacun vos bouts de code, bien, la personne qui a fait ce code-là peut sentir que, oh mon Dieu, on critique mon travail, on est en train de tout faire un refactoring, on est en train de tout casser ce que j'ai fait c'est de la merde, je suis poche, etc. On peut, si on ne l'explique pas ce qu'on s'en va faire et pourquoi on le fait, ça peut créer des situations très frustrantes. Ça, je l'ai vécu. Il a fallu des fois rattraper des situations dans lesquelles les gens n'avaient pas bien compris ce qu'on essayait de faire ou l'ont pris d'une certaine façon. Donc, ça, c'est important de dire, d'instaurer le concept, la valeur pour l'équipe de la propriété collective du code. De dire, hey, ben, le code est à tout le monde. C'est pas parce qu'il y a un bout qui a été fait de telle façon, qui est bien fait ou mal fait. C'est la responsabilité collective de tous. Fait que ça l'illustre bien. Fait que ça, c'est un truc qu'il faut clairement mettre en place si vous mettez ce genre de structure-là en place. La sécurité psychologique, la sécurité de ne pas avoir peur de parler. Si on a une personne qui drive toute la patente, puis qu'on dit, ah ben là, c'est la personne qui fait tout, puis les autres, on part de dire quoi que ce soit, ou de critiquer quoi que ce soit, ou de proposer une alternative, bien, clairement, on ne sera pas plus efficace. Ça demande une certaine de bâtir, d'être clair sur. Puis ça, c'est moi, quand j'ai commencé le cours, c'est le truc qui me faisait le plus peur en le faisant en code, c'est de dire est-ce que les étudiants vont avoir le goût de coder devant les autres? Ça peut être excessivement stressant de dire je suis devant tout le monde, puis tout le monde me regarde en train de taper. Fait que ça pourrait être dire oh mon Dieu, ils vont voir que je suis poche, que je suis. Puis là, le sentiment d'imposteur, qui ont le sentiment d'imposteur, ça va dans le piton. Fait que c'est pour ça que c'est important de dire, puis j'ai placé tantôt le contexte en disant la personne qui est au clavier, ce n'est qu'un clavier intelligent. Sa job, c'est de dire dites-moi quoi écrire. Il n'y a aucune pression à la limite, ça devrait être la job la moins stressante dans le mode. Donc, c'est de bâtir un climat de confiance, de sécurité psychologique dans l'équipe. C'est quelque chose de fondamental pour le faire. Ou en tout cas, si vous n'avez pas ce sentiment-là, il faut le placer de façon très claire pour avoir un mob qui soit efficace. Parce que s'il y a des frustrations, des gens qui n'expriment pas les choses, des gens qui ont peur de se faire critiquer, des trucs comme ça, bien, clairement, votre mob ne sera pas efficace. Fait que ça permet d'adresser ces problématiques-là, qui sont des problématiques qu'on vit en tant que coach tous les jours, qu'on voit dans les équipes. Mais en fait, ça va rendre visible ces problèmes-là. T'sais. Comme je disais tantôt sur les scripts qui roulent, les choses qui vont lentement, le mob programming, comme l'agilité, ce n'est qu'un messager. Ça pointe où sont les problématiques, ça rend visible les choses. Il ne faut pas pointer le messager, il faut dire ah, ben, adressons ces problèmes-là ensemble, puis parlons-en. Voilà. Donc,
Mais là, la productivité, c'est une excellente bonne question. OK. Oui, je voulais juste... En fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que les développeurs passent leur temps à faire? Puis où est-ce qu'il y a du temps qui est gaspillé habituellement? En fait, il y a dans du context switching, donc quand on switch d'une tâche à l'autre, ou je suis interrompu, ou j'ai des meetings, ou... Fait que ça, c'est quand on est focus sur une chose, c'est des choses qu'on n'a plus. Si j'ai des requis qui ne sont pas clairs, si j'ai dans mon équipe un product owner, un analyste qui sont là pour répondre à ces besoins-là, ben, je peux avoir la réponse beaucoup plus vite. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps présents, mais qu'ils sont toujours les bienvenus puis qu'on peut facilement aller les chercher. Les choses qui nous ralentissent, du code qui n'est pas clean. Si je prends la décision de refactorer continuellement avec mon équipe, de faire du code clean, ben ça va faire que je vais être plus efficace dans le code. On va être plus efficace ensemble. Le end-off que je parlais tantôt, de passer d'un QA, d'un dev, un analyste à un dev, un QA, etc., ben on n'a plus ces choses-là. On est tous là. Si quelqu'un est malade, quelqu'un est absent, on n'est pas à attendre sur je vais attendre qu'il soit revenir pour qu'il puisse s'occuper de la base de données ou qu'il puisse s'occuper de la sécurité. Ben, si tout le monde est là et est capable de travailler sur ces choses-là, ben, on est capable d'avancer ensemble. Donc, ça, il y a des gains incroyables qui sont faits à ce niveau-là. Quelques pratiques agiles que ça encourage naturellement, ça, c'est intéressant. En particulier, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais le trunk-based development, donc, c'est-à-dire le fait d'avoir des petites branches ou même pas de branches carrément, puis d'avoir du code qui est continuellement intégré, en fait, et en fait, à la limite, continuellement déployé, donc continuellement livré. C'est quelque chose qui est encouragé, qui se fait naturellement. Je n'ai pas à dire, j'aurai pas de temps d'attente, je n'ai pas de QA à attendre, je n'ai pas de Ops à attendre. Tout le monde, en théorie, est là dans l'équipe, prêt à travailler sur ce qu'il y a à faire. Donc, les temps d'attente sont très, très, très diminués, en fait, sont très minimisés. Un truc que ça encourage aussi, ce qu'on veut, c'est les équipes multidisciplinaires. Donc, des équipes-là qui vont travailler ensemble, qui ont chacun leur capacité. Ça ne veut pas dire on va être tout le temps sollicité pour notre expertise en QA ou notre expertise en sécurité, mais ça veut dire que quand on va avoir besoin de mon expertise, je vais être là, je vais être disponible pour travailler. Donc, c'est un truc qui rend les équipes efficaces, d'avoir des équipes qui sont multidisciplinaires. C'est pour ça qu'on vise en agilité à avoir des équipes multidisciplinaires. Puis la prochaine question, c'est, mais là, les meetings agiles, là, ce qu'on pense, parce que là, on est tout le temps ensemble, est-ce qu'on se fait des meetings? Fait que c'est une bonne question. On peut se poser la question un par un. Un daily stand-up, je fais tout ça? Ça sert à quoi un daily stand-up? Ça sert à se coordonner sur la journée. Si je suis continuellement avec les gens, puis je sais exactement toujours sur quelle story sur laquelle je travaille, est-ce qu'il y a besoin de tant de travail de coordinateur que ça? Bah, pas nécessairement. Fait à la limite, on peut évacuer ces choses-là. Fait que, là, ce que je vais nommer, c'est les classiques de Scrum. Là. Mais il n'y a rien qui dit avec un mob, il faut faire Scrum. Là. Mais si, mettons, vous êtes dans un cadre Scrum, est-ce qu'on a besoin de faire des daily stand-up? Pas vraiment. Ouais, oui, on va avoir peut-être à se parler de OK, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, sur quoi on travaille, puis de faire ça. Mais habituellement, ce qu'on va faire, c'est quand on a fini une story, ben, on prend la prochaine du backlog, puis on continue. Puis ça continue de même, un flow ininterrompu de travail, en fait. Un sprint planning, ça peut valoir la peine si vous êtes dans le cadre de faire cette planification-là. Ça, il y a ça. Bien, vous êtes déjà tous là ensemble. Vous allez le faire. Puis les gens sont toujours là, disponibles pour faire ces choses-là. Fait que ça va. Sprint review, habituellement, on va aller présenter des choses à des gens l'externe. Bon, si le product owner il est là avec nous, ben, il voit continuellement l'évolution du travail. Sinon, ils peuvent se faire à n'importe quel moment, en fait, quand les gens veulent venir voir le travail. On peut en organiser de façon plus formelle si on a quelqu'un qui est disponible à une certaine plage horaire, on peut le planifier, bien entendu, mais on a un feedback, puis on peut démontrer notre code en tout temps, en fait. Puis rétrospective, ben, dans un sprint de 2-3 semaines, on s'en fait un à la fin, mais il n'y a rien qui dit qu'on peut se faire une rétrospective. Il y en a qui font des rétrospectives à la fin de chaque journée, par exemple, ou à la fin de chaque demi-journée, ou à la fin de 2-3 jours. En fait, on peut se faire une rétrospective continuellement puis se parler de nos problèmes de façon très fréquente. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin, il peut y avoir. Puis en fait, il y a beaucoup de choses, comme je vais le dire à la fin, ça va devenir des choix d'équipe. On va faire de l'amélioration continue sur nos processus. On va s'apercevoir, ça fonctionne bien dans notre contexte, ça fonctionne pas bien dans notre contexte, puis on va s'améliorer ensemble là-dessus, en fait. En fait,
dans quel contexte on utilise ça, le mob programming? J'en ai beaucoup parlé depuis tantôt, mais quand est-ce qu'on utilise ça? Bien, des exemples dans lesquels c'est particulièrement utile, quand on débute un nouveau projet, un nouveau module, d'avoir plein de monde qui vont travailler ensemble sur la même affaire, c'est beaucoup plus facile que de dire ah ben là, on va se plier sur les pieds, on va tout le temps gérer des conflits parce qu'on n'a pas beaucoup de code. Fait que d'être tout le monde sur la même story, ben dans le fond, ça nous permet de partir les choses. Si on veut l'architecturer d'une certaine façon, on peut le faire tout le monde ensemble. Fait que ça, il y a un gain là. Si on veut onboarder quelqu'un nouveau, c'est la meilleure façon de le rentrer dans le mob puis dire OK, ben donc, tu vas le faire dans l'entier comme tout le monde. Puis quand tu vas être là au clavier, ben, on va te dire plus précisément OK, là, clique là, puis tape sur ça. Puis... Mais il va rapidement être efficace, puis il va comprendre le pattern de ce qui se passe, il va voir le code qui est important. C'est une excellente façon d'onboarder du monde. Chez Labs, on a fait ça, des nouveaux employés qui rentraient, puis ben, les 2 premières semaines, avant qu'ils rentrent en mandat, on leur a fait faire du mob programming. Donc, on a dit, dans votre mandat, vous allez travailler avec telle stack technologique, etc. Donc, on va vous faire du mob sur cette stack-là, que vous l'appreniez ensemble, que vous appreniez à travailler en équipe ensemble. Donc, ça permet vraiment ces choses-là. Si vous voulez faire bon, là, c'est pas du refactoring, mais disons, si vous voulez faire une réarchitecture du logiciel, si vous êtes un architecte qui refait tout le logiciel, puis que les autres, lors de leur prochaine story, doivent gérer tous les conflits, puis que c'est bien compliqué, pourquoi pas à la place le faire tout le monde ensemble, ce refactoring-là, pour qu'une fois qu'on l'a fait, ben, on est tous passé de l'autre côté de ce refactoring-là, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on sait même pourquoi ces modifications-là on a faites, parce qu'on en a discuté ensemble en le faisant. S'il y a une nouvelle technologie, un nouveau framework qu'on utilise, puis une nouvelle librairie, bien, ça peut être un bon moment de faire hey, on va s'asseoir ensemble, on va faire du mob, puis regarder ça ensemble, puis voir qu'est-ce que ça a comme impact, puis en discuter ensemble, puis ou une personne le connaît, puis de faire ce partage de connaissances-là. En formation, bon, évidemment, j'ai donné l'exemple dans les cours, je l'ai fait, mais en formation, il n'y a rien comme mettre les gens sur un projet, puis faire participer les gens. Évidemment, la personne qui donne l'information va parler plus, puis c'est ce qui se passait beaucoup quand je donnais mon cours. Je parlais souvent, puis ce qui va se passer un peu dans une équipe, quelqu'un qui est très expérimenté, il va parler plus, on va s'attendre qu'il parle plus souvent que les autres, c'est normal, mais il faut quand même s'assurer de diminuer au maximum cet impact-là. Parce que, dans le fond, si quelqu'un prend tout le contrôle, puis les autres sentent qu'ils sont juste des acteurs passifs, bien, ça devient très démoralisant, en fait. Et pourquoi pas tout le temps? Ben, en fait, il y a des équipes qui font ça. Continuellement, vont travailler de cette façon-là. Puis c'est possible. Je vous dis que c'est possible, puis ça peut être très efficace. Ça devient un choix. Puis là, on rentre dans d'autres situations où ben là, il y a des gens qui vont l'essayer, puis ils ne vont pas nécessairement aimer ça. Je veux dire, les gens, ça demande une certaine capacité on est toujours continuellement avec du monde. Puis il y a certaines personnalités, disons les personnes qui sont plus introverties, disons ça comme ça, vont peut-être avoir besoin de temps pour recharger. Fait que, ça va voir avec la personnalité des gens qui sont dans votre équipe. Bien, concrètement, là, comment je fais ça? Fait il y a des tools pour faire ça. Des trucs comme Mobstar, par exemple, qui va un tool qu'on va installer sur l'ordinateur. Je m'excuse, Nicolas, tu as dit 5 minutes, mais en théorie, il me reste au moins 15 minutes, parce que c'est à 10 qu'on va terminer. Bref, si tu veux m'écrire, valider ça avec moi. Ton erreur, oublie ça. je commence à me stresser. Puis, fait que je vais laisser ça pour les questions, mais voilà. Fait que ce que je suis en train de dire, oui. Donc, le mobbing, le Mobster en particulier, c'est un outil qui permet de faire ça, qui permet de dire combien de minutes on veut faire. Je prends une pause à toutes les combien de minutes. C'est auto-acquis, ça va faire sélectionner automatiquement. Puis, en fait, après qu'une certaine, pendant qu'on le fait, il y a un petit timer dans le coin. Puis à la fin d'un cycle d'une personne, bien, on a un écran qui s'affiche pour dire oh, c'est la prochaine personne. Fait que la prochaine personne va au clavier. T'sais. Fait que ça, c'est des genres de logiciels qui sont intéressants, qui permettent. Puis je vous suggère de le faire parce que sinon, on va des fois oublier, puis on va, oups, ça fait 1 heure que la personne est là. Puis... Et le prochain sujet qui intéresse les gens, on va poser des questions tantôt, et à distance, bien, en fait, ça se fait même très bien. Puis les gens qui sont un peu les leaders dans le monde du mob programming, ont commencé à faire des mob programming publics où est-ce qu'ils invitent les gens à venir se joindre pour le faire à distance. Concrètement, le guide push-pull, dans le fond, c'est-à-dire que c'est une première possibilité. Si on a tous des setups un peu différents,
puis où on est à distance, bien, on va vouloir le faire où est-ce que je travaille, puis là, oups, mon temps est échu, je vais faire un commit, pusher dans la branche, puis l'autre personne va pouler. Fait qu'il y a un petit délai, mais normalement, puis il y a même des tools comme Mob, ça s'appelle, sur GitHub, je vous enverrai le lien si vous voulez, qui permettent de faire ça de façon automatique, qui vont faire le push-pull, commit, etc. Donc, qui facilitent ce genre de flow-là. Donc, c'est possible, mais ça implique justement qu'on fasse les commits, puis qu'il y a un petit mini-délai de à peu près 30 secondes, le temps qu'on fasse cette manipulation-là. Mais on s'habitue, à un moment donné, ça devient routine. L'autre possibilité que d'autres personnes font, c'est qu'on a un seul ordinateur dans lequel les gens se connectent remote, puis c'est chacun notre tour. Mais ça implique qu'on est à l'aise, qu'on utilise tout le même setup. Fait que ça, c'est des discussions que vous devriez avoir en équipe, en fait, de comment vous voulez procéder. C'est des choix qui sont possibles. Puis en fait, il y a un excellent site qui s'appelle remotemobprogramming.org qui donne une panoplie de stratégies, de techniques sur comment le faire de façon efficace à distance, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens font et qui est possible de faire. À savoir, quelques petites remarques. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de demander la permission, des fois, une stratégie, ça peut être juste de booker un meeting. Puis, ben, à la place de discuter de ce qu'il y a à faire, ben, on le fait. Fait que, tu sais, il y a des stratégies comme ça juste dans la façon de le faire. Je parlais tantôt de meeting proactif, mais ça peut être ça. Puis aussi, à savoir, comme je l'ai dit, c'est épuisant. Puis, je veux dire, même si vous le faites à distance, on s'attend, naturellement, c'est fatigant d'être à distance, mais je veux dire, même en présentiel, c'est quelque chose qui peut être épuisant. Fait que peut-être pour la première shot, faites-le pas une journée complète, faites-le une demi-journée. Vous faites-le quelques heures, essayez-le, puis de voir qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'équipe. Chose importante, c'est vrai pour n'importe quel truc en agilité, ne pas forcer, dire hey, je suis le team lead, on fait du mob programming à partir de maintenant, go. Si les gens ne sont pas à l'aise, ça ne sera pas efficace. Il faut que les choses, le fait d'en faire, ce sont une décision de l'équipe, et aussi les paramètres, la durée les personnes qui échangent, la fréquence. On fait tout ça tous les jours, tous les 2 jours, 2 fois par semaine, 1 fois par mois, les paramètres dans lesquels on évolue. Donc, soyez, s'il vous plaît, prenez les décisions. En fait, en agilité, c'est ça qu'on veut, c'est des équipes qui sont autonomes, qui prennent des décisions eux-mêmes, qui sont auto-organisées. Si c'est un manager qui dit faites ça, ben c'est souvent pas efficace. On peut le suggérer. Mais... Et évidemment, il y a les anti-patterns, dont j'ai déjà glissé un petit mot. Le bel exemple, c'est ça, le classique. Une personne qui code tout le temps, puis les autres sont passifs. Fait que ça, c'est clairement à éviter parce que, donc, je veux que les gens se sentent impliqués dans ce processus-là. C'est un travail d'équipe, c'est pas juste le travail d'une personne. Puis, tu sais, dans certains contextes, les autres gens vont être utiles pour donner des idées, proposer des choses. Puis, en fait, des fois, ça va être juste d'aller googler un truc, de dire, ouais, comment on fait telle affaire? Puis, il y a une personne qui va le googler, puis une autre personne qui va aller chercher l'information. Fait que ça, c'est d'utiliser les gens qui sont dans l'équipe pour contribuer, en fait, à l'équipe. Il n'y a pas juste du code qu'on fait dans une équipe. Autre anti-pattern, ne pas faire de rotation, c'est évidemment un gros anti-pattern. Que l'équipe fait juste regarder une personne taper toutes les choses. C'est la meilleure façon de désengager les gens. Puis, même si on fait une rotation, une personne qui parle tout le temps, puis les autres se taisent, comme j'ai dit, c'est un autre anti-pattern. Alors, mon défi pour vous, c'est d'essayer le mob programming une demi-journée dans votre équipe dans les prochaines semaines. D'essayer ça, puis de voir si vous aimez ça, puis faites-moi un retour si vous voulez. Je suis toujours intéressé. Donc, je vous propose de l'essayer. Je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique. Puis chaque personne, chaque équipe va l'implémenter de façon différente, puis c'est bien correct. Mais au moins de l'essayer puis de voir qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans votre équipe. Puis encore plus important, expérimentez, soyez curieux, ayez du plaisir avec ce que vous faites. C'est pas censé être une tâche. Du mob programming, c'est censé apporter du bonheur et de la joie dans votre équipe. C'est censé être quelque chose qui rend vos développeurs heureux. Si ce n'est pas le cas, faites autre chose, s'il vous plaît. Ne forcez pas les gens, comme je l'ai dit, ou c'est ça. Donc, soyez, bref, avec vos équipes. Voilà. Fait que c'était tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Olivier. Désolé pour le contretemps tantôt. J'ai la mauvaise ligne sur mon horaire. Ah, il n'y a aucun problème. Il y avait une question de Jean-Philippe Lantier. On avait une première question qui était au milieu de la conférence, qui était « Est-ce que ça s'applique bien en télétravail? » Alors, la réponse à ça, c'est oui, ça s'applique bien. C'est sûr que je ne suggère pas de faire ça nécessairement, ou en tout cas 7 à 8 heures par jour. Là. Je vous suggère de faire, comme je disais tantôt, je proposais une demi-journée ou quelques heures, de l'essayer pour les premières fois. Si vous êtes super à l'aise, vous avez le goût de continuer, faites-le.
mais je vous dis que les dernières heures d'une journée, particulièrement en télétravail, peuvent devenir longues, là, constamment devant une caméra, tout ça. Mais il y a moyen de bien le faire en télétravail, puis de bien se coordonner. Des fois, on va faire certains genres de tâches en mode programmé, puis d'autres tâches qui sont facilement parallélisables, disons, que là, on ne va pas nécessairement faire en mob. Ça devient des choix d'équipe. Voilà. On parlait du stress des gestionnaire. Ah oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Ouais, Michel, le stress des gestionnaires, là. Mais grosso modo, normalement, votre équipe, ça ne devrait pas stresser tant les gestionnaires. Je comprends que les gestionnaires vont avoir le premier réflexe de « Oh mon Dieu, mon équipe va perdre en rapidité ». Puis au départ, le temps de s'habituer, c'est clair qu'on ne sera peut-être pas aussi vite. Mais ce qu'il faut penser, c'est au gain à moyen long terme de je vais avoir de la qualité, je vais avoir mon partage de connaissances. Pour un gestionnaire, d'avoir une personne qui a toute la connaissance sur un logiciel, c'est un gros, gros, gros risque, là. Fait que d'avoir la connaissance qui est partagée dans l'équipe, juste en ça, c'est un gain sur la résilience de l'équipe puis le fait qu'une équipe soit capable d'avancer. Mais je comprends qu'il peut y avoir des stress. Fait que c'est pour ça que les équipes puis les gestionnaires doivent avoir une discussion ouverte sur le faire. Puis s'ils ne sont pas à l'aise qu'ils le fassent en permanence, bien, qu'ils le fassent une fois de temps en temps, qu'ils voient les gains que ça leur apporte, puis qu'ils en discutent. Je pense que la discussion ouverte, c'est la meilleure stratégie dans ce cas-là, puis de voir quel risque on est prêt à prendre. Mais c'est sûr si on est dans un contexte, il faut livrer absolument, puis on met de la pression sur tout le monde, bien, c'est clair que ce n'est pas nécessairement un contexte idéal. Mais si on a une priorité, bien, clairement, ça peut être un super bon. OK, go, on fait ça tout le monde ensemble, on le fait, puis ça peut être un outil intéressant. Ça devient un outil de plus dans nos outils d'agilité, en fait. Une plus longue question. Comment implante-t-on dans une équipe normale? Quel type de tâches sont susceptibles d'être accomplies en mode programming? J'imagine mal une tâche de 3 jours avec toute l'équipe, 3 jours fois X personnes. Comment détermine-t-on l'équilibre? C'est plusieurs questions. Oui, OK, c'est une très, très bonne question. Je dis qu'il faut y aller par essai-erreur. Puis j'aurais tendance à dire que les tâches sont. J'ai donné un peu des contextes dans lesquels ça s'applique bien. Là. On dit en début de projet, d'un gros refactoring, une grosse réarchitecture, genre de cas où ce qu'on sait que les gens vont perdre du temps s'ils travaillent séparés. Fait que ça, ce genre de choses-là. Il y a des tâches qui, on sait, vont se faire de façon parallélisable mieux. Mais ça, on est capable d'avoir cette discussion-là avec l'équipe et de dire OK, là, il nous reste 3-4 stories à faire. On serait capable de toutes les faire paralléliser. On comprend bien ce qu'il y a à faire. Go, on travaille en solo pour le reste de la journée. Il n'y a rien qui nous oblige, à part qu'on fait du mode programming, il faut en faire tout le temps. Ça devient vraiment un outil. Puis je comprends que le coût peut avoir l'air gros, mais il faut penser aux gains humains qu'on a, puis l'efficacité, puis l'agilité qu'on gagne, en fait, de pouvoir livrer super fréquemment du logiciel, puis des petits bouts. Parce que le réflexe, puis en coaching, on voit ça tellement souvent, une quantité de travail, puis là, les gens vont dire « Ah, j'arrive pas à la fin de mon sprint, là, ben, je vais agrandir mon temps, puis je vais mettre plus de travail. » Fait qu'on fait juste s'empêtrer encore plus. Mais le réflexe qu'il faut avoir, c'est qu'il faut livrer plus petit, plus souvent. Plus petit, plus souvent. C'est vrai la chose que je dis plus fréquemment en coaching, là. Mais le mob, ça permet ça. Je livre un petit bout en production, un petit bout en production. Puis production, ça veut dire ce que vous êtes à l'aise à déployer. Il y a des contextes dans lesquels on ne veut pas nécessairement déployer constamment en production, là. Mais ce que le déploiement devient une décision business, en fait. Question technique un peu plus. Oui. Live Share dans Visual Studio Code ou Git Live dans WebStorm. Est-ce que ce sont des outils viables pour le mob? Oui, tout à fait. Je l'ai vu faire. Ce qu'il faut faire attention, par exemple, si vous êtes habitué d'avoir votre tooling, tu parles de Live Share dans Visual Studio Code, il est aussi dans Visual Studio 2019. Là. Par exemple, vous êtes habitué d'avoir un ReSharper ou un Ncrunch ou des trucs comme ça, ben, les plugins ne suivent pas avec le Live Share. Fait que, il faut voir est-ce que les équipes sont à l'aise si on leur propre setup. Bien, ça implique que c'est le setup de. En tout cas, bref, c'est toutes ces discussions-là que je pense qu'il faut avoir en équipe, mais c'est des solutions, des outils très viables. Là. GitLive ou JetBrains, ils ont sorti Code with Me, une affaire comme ça, là, qui fonctionne effectivement très bien. Des fois, c'est juste de faire une connexion remote à une machine ensemble. Il y a plein de façons de le faire, mais je te dirais d'y aller avec une stratégie avec laquelle l'équipe est à l'aise. C'est ça l'idéal. En fait. Parfait. Il reste 5 minutes, beaucoup de questions encore. On va y aller. Donc, dans un contexte où les rôles sont encore présents, on parle de dev, QA, dev, comment vendre le concept et faire participer les gens? Ben, en fait, je pense qu'il faut vendre le.
on est tous une équipe, on a des rôles, des expertises, mais il faut le voir comme l'orchestre, qui ont des expertises. Moi, je suis un super bon violoniste, un super bon trompettiste, ou ils arrivent quand même à travailler ensemble. Puis, en fait, ça permet d'utiliser l'expertise des gens. On parlait tantôt de l'exemple du QA. Puis le QA, ben, qui va pouvoir passer son temps à pas juste faire des clic, 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 oh mon Dieu, je fais des tâches routinières, mais OK, comment est-ce qu'on peut avoir des réflexions sur l'automatisation des tests? On peut les bâtir ensemble, ces tests-là. Le QA est là, il va pouvoir nous aider à le faire de façon intelligente. Puis utiliser, en fait, l'expertise des gens au maximum. Ça devient un outil valorisant, en fait. Mais je dirais, là, tu sais, il ne faut pas nécessairement faire un gros pitch de vente puis essayer de convaincre les gens de le faire. Proposer ça comme une expérimentation. Hey, je vous propose de quoi, là? Vendredi après-midi, on essaye de quoi? Ou lundi matin, on essaye de quoi? Puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est correct. C'est pas la panacée, là. C'est un outil qui marche bien dans certains contextes, puis dans d'autres contextes, non. Présentez-le comme une expérimentation. Puis je veux dire, en coaching, on fait ça souvent, de dire, ben, avez-vous le goût d'essayer ça? Essayez-le. Si ça ne marche pas, ben, on essaye autre chose. Puis c'est ça qu'on veut, en fait, en agilité. C'est constamment s'améliorer en tant qu'équipe avec des processus qui fonctionnent bien, puis des choses qui fonctionnent bien pour notre équipe, qui nous rendent plus heureux, qui fait qu'on livre plus de qualité. Puis, et en ce sens, on a justement un commentaire. Je suis gestionnaire et je suis confiante que ça vaut le coup. Je suis confiant aussi de mon expertise. De mon expertise, ça fait plus qu'1 an et demi que je fais ça en cours, en coaching, en formation, puis je suis très confiant que ça vaut le coup. Il faut se donner la peine de l'essayer, en fait. Comment déterminer si une tâche se prête bien au mob programming? Ben, en fait, les guidelines que je donne, c'est dans le doute, faites-le en mob. Mais, tu sais, souvent, on va avoir l'impression que ben, tout se fait séparer, mais on oublie les coûts comme le merging L, ce genre de choses-là qui vont nous rattraper au fil de la ligne, là. Fait que moi, je dirais par défaut, le faire. Des fois, il y a des trucs ultra spécialisés là, que, mettons, si une personne va gosser là-dessus, puis elle part là-dessus, puis elle a une expertise là-dessus, on sait qu'elle va bien le faire, puis à la limite, c'est un détail d'implémentation dans notre logiciel, que c'est pas si grave si c'est juste elle qui le sait, puis qu'une fois elle va l'avoir fait, elle va revenir avec une solution qu'elle va nous présenter, par exemple. Fait que, tu sais, il y a des... C'est pas blanc ou noir, cette histoire-là. C'est un truc, ça devient quelque chose qui est central à l'équipe, mais il y a des gens qui peuvent aller et venir. Puis, tu sais, je parlais il y a moins de meetings, mais ça arrive qu'on des fois, on a d'autres meetings avec des gens qui sont à l'extérieur de l'équipe. Mais la beauté de la chose, c'est que quelqu'un qui a un meeting à l'extérieur peut décider que, dans le fond, là, j'ai... on va me faire ça pareil. Que là, dans le fond, l'équipe peut continuer à travailler ensemble, même si la personne est absente. Fait que l'équipe, l'organisation de l'équipe continue à être efficace là-dessus. Dans un contexte d'une grande entreprise avec plusieurs départements, est-ce qu'il est vraiment plausible d'avoir un WIP de 1? Qu'arrive-t-il si un bloquant externe survient? Ben, comme on ferait... Si j'ai un bloquant auquel j'ai aucun contrôle maintenant, ben, je vais passer à la prochaine story, comme je ferais comme développeur individuel, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'on essaye toujours de travailler sur la priorité, puis c'est correct, mais effectivement, des bloquants, ça existe. Ce qu'on essaye au maximum, c'est de limiter au maximum en ayant toute la variété de gens dans l'équipe. On diminue de beaucoup les bloquants, mais clairement, tu as raison qu'il peut y avoir des bloquants externes à l'équipe qui peuvent arriver. Puis ce qu'on fait dans ce cas-là, ben, on fait ce qu'on peut. Des fois, on va prendre quelqu'un et dire « Hey, toi, va régler ce bloquant-là. » Entre-temps, le mob va continuer sur autre chose, comme un développeur ferait. Mais là, on s'entend, le WIP de 1, c'est toujours un idéal. Il y a la pragmatique on ne reste pas là les pouces tournés à rien faire parce que zut, j'ai un bloquant externe. Tu sais. Une dernière question en 1 minute. Si nous avons des programmeurs de différents niveaux de compétences, est-ce qu'on peut y arriver? Ah, bien sûr. En fait, je dirais même que c'est plus efficace quand il y a des... Bon, pas nécessairement plus efficace, mais l'équipe gagne plus quand il y a des programmeurs qui ont différents niveaux ou différentes expériences. Parce que non seulement je livre du logiciel, mais je suis en train de faire step-upper mon monde. Tantôt, je parlais du héros versus l'équipe de héros. Ben, en fait, ce que je veux, c'est ça. C'est avoir plein de gens qui, si j'intègre des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mon objectif en tant qu'entreprise, en tant que programmeur senior, en tant qu'architecte, ça devrait être que ces gens-là prennent en compétence et deviennent les architectes, les programmeurs seniors de demain. Ça devrait être ça mon rôle. Fait que le mode programming permet ça. Fait que ça s'applique très, très bien. C'est même recommandé. Souvent, en fait, on va avoir de la perte quand j'envoie un junior casser les dents tout seul sur une story qui va prendre 3 semaines à faire, alors que si je suis en mob, je peux le faire en 3 heures avec lui.
puis il va l'avoir appris comment le faire, puis il va être capable d'être plus efficace sur la prochaine story, ben, dans le fond, voilà, dans le fond, ça permet ce genre de choses-là. Super. Ben, merci beaucoup. Il restait l'autre question encore, des commentaires super intéressants. Grosso modo, c'est tout positif. Il y a beaucoup de questions. Je pense que c'est un beau sujet super intéressant. Donc, merci pour vos revenir questions. parmi nous dans les prochains événements. Parfait. Avec grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir d'en parler.